John Ford a déjà dit, si la légende est plus belle que la réalité, publiez la légende. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 miles from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Et c'est parti pour une autre soirée sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Merci d'être là, Christian. Mes hommages. Mes hommages à toi aussi, Monsieur Marceau. Il est très excité. Le Monsieur Marceau. Ah oui, pour? À cause de ta publication? Non, c'est mon histoire de fantôme préférée ce soir. Ah oui, t'as bien raison. Ouais, mais quelle publication tu parles? Ah oui, mais non, parce que j'ai vu que tu avais mis un truc à propos d'un film d'OVNI un peu plus tôt cette semaine, on va en parler. Mais tu as raison, ce soir, écoute, j'ai pris cette décision-là parce que au cours des dernières semaines, disons au cours des 6-8 dernières semaines, il nous est arrivé à parler à 2-3 reprises de phénomènes de poltergeist, notamment lorsqu'on a parlé de l'affaire qui avait inspiré le film et le roman The Entity, l'affaire Doris Biter. Et à chaque fois, invariablement où on parle de poltergeist, des gens m'écrivent pour me dire « Avez-vous entendu parler du poltergeist de Beauport? » etc. Et même si c'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises, de manière plus ou moins sporadique, j'ai fait des commentaires, j'y étais, donc j'ai vécu des expériences dans cette maison-là, on n'a pas fait un volet entier sur cette histoire-là. On n'est pas entré dans le détail. J'ai commenté simplement comme ça en référant à d'autres histoires de poltergeist. Donc ce soir, la dernière fois où on a parlé de l'affaire de Doris Biter, là, The Entity, ben là, il y a au moins 3 auditeurs qui m'ont écrit pour me demander si j'avais entendu parler de l'affaire du poltergeist de Beauport. Donc ce soir, je me suis fait, j'ai dit, les gens sont toujours, oui, mais dans quelle émission en avez-vous parlé? Puis évidemment, comme c'est une espèce d'échange à bâton rompu, c'est difficile pour moi de dire à quel moment on en a parlé dans quelle émission. Alors là, ce soir, j'ai fait une capsule qui raconte l'histoire du poltergeist de Beauport. On est en 1989. Et ensuite, donc, j'expliquerai les expériences que j'ai vécues dans cette maison-là, les différentes hypothèses qui ont été proposées, ce que j'en pense. Et comme ça, les gens auront un épisode de Radio X-Files auquel ils pourront se référer s'ils veulent entendre parler du poltergeist de Beauport. C'est une histoire de chez nous qui est arrivée à des gens de chez nous. On a du visuel aussi. Je vous mettrai un extrait visuel là, de ce que Christian va parler tout à l'heure sur la page Facebook de Radio X-Files. Écoute, que d'émotion quand la dame est en train de jaser à la caméra puis tu vois le coup dans le mur qui arrive. Oui, et ça, c'est vraiment spectaculaire parce que c'est rare que l'on capte un poltergeist sur le vif. Mais poltergeist, on reviendra ensuite sur la définition puis qu'est-ce que c'était vraiment ou les différentes hypothèses. Mais à tout le moins, la manifestation. Les gens qui vivent des expériences comme celle-là nous parlent de toutes sortes de manifestations, coups dans les murs, des meubles qui se renversent. Ouais. Mais c'est rare que la caméra est au bon endroit, au bon moment pour prendre des images. Et dans le cas du poltergeist de Beauport, bien que je le raconte un peu dans la capsule, c'était Télé4 à l'époque qui couvrait les événements. Puis c'était en l'été 89, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Puis c'est comme ça chaque année. C'est la période creuse des nouvelles. Alors évidemment, cette histoire-là a été perçue par les médias de Québec comme une espèce de manne. Et voilà qu'une maison hantée à Beauport. Et là, Télé4 se rend sur place. Et au moment où le journaliste interroge, je crois que c'est Madame Sanchagrin, il lui dit, vous dites qu'il y a des coups dans le mur. À quoi ça ressemble, ces coups-là? Et comme il lui pose la question, on voit la cloison derrière elle, qui a d'ailleurs été ouverte. Elle a fait enlever un morceau de plaque au plâtre, parce qu'on disait, il y a peut-être quelque chose dans le mur, du gaz, etc. Alors, j'expliquerai tout ça dans la capsule, mais donc, elle a fait retirer un morceau de plaque au plâtre. Et là, au moment où le journaliste pose la question, on voit derrière Madame Sanchagrin 2 coups rapprochés et on voit littéralement le mur bouger. Et là, comme lui, il posait la question, à quoi ça ressemble ces coups-là, on entend derrière bang bang, puis on le voit clairement, directement dans l'angle de la caméra. Ben, voyez, c'est comme ça. T'sais.
Ça, c'est vraiment une image très spectaculaire parce que c'est rare que des manifestations qualifiées de poltergeist sont captées comme ça sur le vif. Généralement, on a des photographies après coup, la potiche renversée, la porte ouverte, le meuble qui est tombé sur le côté, mais rarement on a la chance de filmer la manifestation. Et dans le cas présent, les gens rapportaient des coups dans les cloisons de la maison, une maison sur la rue Monseigneur-Gauthier. Et là, on a eu la chance de le filmer. Donc, les gens pouvaient voir, même s'ils n'étaient pas sur les lieux, à quoi pouvaient ressembler ces étranges manifestations qui ont perduré pendant à peu près 2 semaines à l'été de 1989. C'était le journaliste Robert Plouffe à l'époque. Exact, absolument. Ça fait drôle de le voir tout jeune. Mais quand même, en 1989, Yannick, c'est quand même il y a 30 ans. Hein? Exact. All right, on passe à l'actualité de la semaine, si tu le veux bien. On parle d'un étrange triangle volant. Oui, ça, j'aurais long à parler de cette histoire-là. Donc, tu as mis, toi, cette histoire-là sur la page de Radio X. C'est cette histoire, bon, je raconte un peu, on en a parlé un peu la semaine dernière, et là, je raconte depuis une semaine à peu près ce qui s'est passé avec ça. Donc, la semaine dernière, on avait eu entre guillemets, disons des fuites, mais en fait, ce sont des publications de documents. En fait, ce sont principalement des journaux de bord réalisés, écrits par des marins qui étaient en opération, des marins de la US Navy qui étaient en opération à l'été 2019 au large des côtes de la Californie, à peu près vis-à-vis Los Angeles. Et là, à au moins 4 reprises durant ces manœuvres, et quand je parle de manœuvres, c'est des manœuvres importantes qui impliquent plusieurs navires de la US Navy, à 4 reprises au moins, les gens, les équipages ou encore les pilotes ont rapporté des phénomènes aériens non identifiés. Et donc, les registres de bord mentionnent ces rencontres. Donc, on indique à telle heure des gens qui étaient sur le pont ont observé ces phénomènes. Ce qui est assez intéressant dans ces entrées, notamment, c'est qu'on voit que les membres d'équipage, comme les pilotes, peu importe, les personnes qui sont chargées d'entrer les données, parlent de manière assez universelle, soit d'UAP, qui est un phénomène aérien non identifié. C'est l'acronyme que la US Navy ou que le département de la Défense aux États-Unis donne maintenant aux ovnis, des UAP, qui veut dire en français phénomène aérien non identifié. Mais on utilise également de manière presque synonyme l'acronyme UAP, qui veut dire UAV, qui veut dire véhicule aérien sans pilote. Alors là, tu vois, tu te dis, c'est quand même curieux que dans le lexique militaire, on utilise de manière presque synonyme un ovni versus un véhicule aérien sans pilote qui, dans notre définition, est un drone. Donc, on voit que les militaires utilisent un peu les deux mêmes acronymes pour définir ça. Donc, on le voit ici dans les journaux de bord. Là, donc, ces événements-là il y a cette publication la semaine dernière. La US Navy est intervenue dans un communiqué en disant oui, ces événements sont bel et bien réels et on confirme que les extraits présentés, les extraits des journaux de bord sont conformes, sont bel et bien ceux des navires impliqués. Il y avait le USS Kidd, le USS Russell. Donc, comme j'ai mentionné, 5-6 gros navires de la US Navy. Donc, on avait donc cette certitude que des événements mystérieux avaient été rapportés durant ces manœuvres. Et à partir de là, au moment où on parlait de ces événements-là, on n'avait pas encore de film, mais bien sûr, on se disait s'il y avait des gens sur les ponts de ces navires ou encore des pilotes, il doit certainement exister des images. Et voilà qu'on apprend au cours des derniers jours qu'un individu aux États-Unis qui s'appelle Jeremy Corbell, qui a reçu de manière anonyme, au départ, des images qui ont été visiblement tournées de nuit. Ce sont des images, là, les gens qui connaissent bien des émissions genre Chasseurs de fantômes ou Chasse nocturne, c'est des images en noir et vert, comme on dit. Et donc, ce sont des images nocturnes. Et sur ces images, on voit une espèce de triangle dans le ciel qui évolue en clignotant. Et ces images-là ont beaucoup circulé au cours des derniers jours. Encore une fois, je le répète, elles ont été envoyées de manière anonyme à Jeremy Corbell. Personnellement, dès que j'ai vu le nom de Jeremy Corbell associé à ces images, j'ai eu un pas de recul. Parce que, faut le savoir, on en a parlé à plusieurs reprises à l'émission. Jeremy Corbell, c'est une espèce d'arriviste, un individu qui exploite toutes sortes de filons qui sont liés au phénomène des ovnis. Il s'est fait notamment il a fait un documentaire qui s'appelle Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers. C'est un type qui défend notamment Bob Lazar. En fait, il est impliqué dans toutes sortes d'histoires un peu fumeuses et sulfureuses sur les ovnis.
Et dans son documentaire consacré notamment à Bob Lazar, il y a à peu près un mensonge toutes les 30 secondes. Donc, c'est pas l'individu le plus crédible en ville. Je veux dire, si moi, j'avais un document très crédible sur les ovnis, disons que Jeremy Corbell ne serait pas mon premier destinataire. Hein. J'aurais préféré envoyer ça au New York Times, au Washington Post, mais certainement pas à Jeremy Corbell, qui ment comme il respire. Et pourtant, c'est quand même lui qui a reçu ces images. Elles ont abondamment circulé, et voilà qu'au cours des derniers jours, en fait depuis 2 jours, la US Navy est intervenue à nouveau en disant, ben voilà, oui, on reconnaît que ces images sont authentiques. Donc le film que Jeremy Corbell présente, qu'il a publié sur son compte Twitter, ce sont des images tout à fait authentiques. Donc la Navy reconnaît que ces images-là sont authentiques. Mais là, ici, il y a une espèce de confusion parce que les amateurs d'OVNI, visiblement, s'emballent sur pas grand-chose. Bon, on va essayer de décanter ça, si tu le veux bien, Yannick. Là, commençons d'abord par l'intérêt à la fois des ufologues et l'intérêt des médias. Hein. Les médias nous disent « Wow, c'est extraordinaire, le Pentagone enquête sur des ovnis. » On a vu ça cette semaine circuler. Toi-même, tu mets cet article, « Wow, le Pentagone enquête sur des ovnis. » Ben là, c'est-tu moi qui rêve, là? Mais l'an dernier, à l'été dernier, au mois d'août dernier, la US Navy a clairement annoncé dans un communiqué officiel qu'elle mettait sur pied une équipe d'intervention, une unité d'intervention pour enquêter sur les phénomènes de type OVNI. Et ça, elle le fait avec un communiqué tout à fait officiel et on en parle depuis à peu près 8 mois maintenant. Alors, je m'étonne que soudainement, quand on apprend que la US Navy enquête sur des ovnis, ça devient une espèce de manchette journalistique. C'est aussi ridicule que de dire, bon, ben Tim Horton annonce qu'il va faire des beignes au caramel. Mais là, toutes les fois que quelqu'un va aller acheter un beigne au caramel chez Tim Horton, on va-tu faire un article dans le journal pour dire, oh, Tim Horton fait des beignes au caramel. Ben là, écoute, ils l'ont dit qu'ils allaient faire des beignes au caramel. Fait qu'il faut pas s'étonner qu'ils font des beignes au caramel. L'an dernier, la US Navy a annoncé on va enquêter sur les phénomènes de type OVNI. Donc, faut pas s'étonner lorsque les porte-paroles disent ben nous enquêtons sur des phénomènes OVNI. Je veux dire, ils ont dit qu'ils créaient une unité spéciale pour ça. Ensuite, il y a cette espèce de confusion qui existe à propos de ce que fait réellement la US Navy avec les histoires d'OVNI. Et là, tu vas voir que les ufologues ont une espèce de lecture excessivement réductionniste du communiqué de la US Navy. Et Yannick, je l'ai traduit ce communiqué et on va prendre quelques secondes pour le lire ensemble. C'est le communiqué du 14 août 2020 de la US Navy qui annonce la création de cette unité spéciale sur les ovnis. Alors, je t'en fais une lecture. 14 août 2020. Le 4 août 2020, le secrétaire adjoint à la Défense, David L. Norquist, a approuvé la création d'une unité d'intervention pour les phénomènes aériens non identifiés, ou UAP. Le département de la Navy, sous les directives du bureau du sous-secrétaire à la Défense pour les renseignements et la sécurité, dirigera cette unité. Le département de la Défense autorise donc la création de l'UAPTF, qui veut dire Unidentified Aerial Phenomena Task Force, force d'intervention sur les phénomènes aériens non identifiés. Le département de la Défense met en place l'UAPTF pour améliorer sa compréhension et obtenir des informations de première main sur la nature et les origines de ces UAP, de ces ovnis. La mission de cette force d'intervention est de détecter, d'analyser et de cataloguer tous les phénomènes aériens non identifiés qui pourraient présenter une menace pour la sécurité des États-Unis. Jusque-là, tout va bien. Oui. Comme l'a précédemment exprimé le département de la Défense, la sécurité de notre personnel et de nos opérations sont primordiales. Le département de la Défense et les officines militaires prennent très au sérieux toute incursion d'aéronefs non autorisés sur les sites d'entraînement et dans des espaces aériens désignés et examinent chaque rapport. Et là, on a l'impression que les ufologues arrêtent la lecture du communiqué à cet endroit-là. Mais il y a une phrase qui suit et elle a une importance capitale. La dernière phrase dit « Cela inclut l'examen d'incursions rapportées initialement comme des phénomènes aériens non identifiés lorsque l'observateur est incapable d'identifier immédiatement ce qu'il ou elle observe. » Si tu comprends bien ce communiqué, c'est-à-dire que même les phénomènes qui sont identifiés,
mais rapportés initialement comme des ovnis, vont faire l'objet d'une enquête. Donc, quelqu'un voit un phénomène mystérieux, qu'il perçoit comme mystérieux, un ballon sonde par exemple, il le communique aux autorités comme étant un ovni, mais même si les autorités découvrent qu'il s'agit d'un ballon sonde, ils vont quand même enquêter. Et pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Tu dis, c'est niaiseux. Si finalement ils savent que c'est un ballon sonde, pourquoi enquêter sur le ballon sonde? Il faut savoir que l'importance ici, c'est pas rien de se dire quelle est la nature de l'objet, mais de savoir aussi pourquoi les militaires font cette confusion. Je te donne un exemple dans le domaine de l'aviation civile. Lorsqu'il y a un crash d'avion, évidemment, il y a une enquête qui est menée au Canada par la Sécurité des Transports. Aux États-Unis, c'est le NTSB. Donc, l'avion s'écrase, on récupère les boîtes noires, on enquête sur l'incident en question. Et je vais prendre un cas très précis. Je me rappelle une histoire d'avion que j'ai en tête où l'appareil s'était écrasé. Alors qu'il était en vol, l'un des moteurs est tombé en panne. Et le pilote, regardant ses instruments, il dit « Bon, on a perdu un moteur. » Il va fermer l'autre moteur, celui qui est le bon. Il ferme le bon moteur pour continuer à voler avec le moteur finalement qui est hypothéqué. Et bien sûr, l'avion s'écrase. L'enquête va déterminer ça. Le pilote a fermé le bon moteur puis a essayé de voler avec le moteur qui faisait défaut, puis l'avion s'est écrasé. C'est pas tout de savoir la raison, la cause de l'accident. Il faut savoir pourquoi le pilote n'a pas compris ce qui se passait. 9 accidents d'avion sur 10 sont évitables. Ils sont évitables pour 2 raisons. Parce que ou bien l'accident est entièrement lié à une erreur de pilotage, ou bien, dans un deuxième cas, le pilote n'a pas su répondre correctement aux signaux que lui envoyaient ces incidents. Il a été incapable de faire face à une situation d'urgence. Et les autorités veulent savoir pourquoi c'est comme ça. Donc, dans le cas de notre avion, on s'est dit, ben là, il y avait le tableau de bord était illuminé, le pilote recevait plein d'informations. Pourquoi il n'a pas compris ce qui se passait? Donc, ici, il y a des experts qui travaillent en coulisses pour essayer de comprendre les mécanismes cognitifs. Lorsqu'on est devant une situation d'urgence, comment notre cerveau réagit? Pourquoi le pilote n'a pas compris qu'il était en train de fermer le bon moteur pour laisser le moteur qui faisait défaut en fonction? Il est très important de comprendre ça et quand on comprend comment l'humain réagit derrière les commandes, ça nous permet bien sûr d'éviter des accidents. Reposons ça maintenant dans notre question des ovnis. Pourquoi l'armée étudierait des rapports rapportés comme des ovnis, mais qui, immédiatement après enquête, on découvre que c'est un ballon sonde? Parce qu'on veut savoir pourquoi le pilote n'a pas été en mesure d'identifier correctement un objet tout à fait conventionnel. Et il y a plusieurs raisons à ça, parce que s'il ne reconnaît pas un objet conventionnel, ça vient de limiter ses capacités d'identification aérienne et une difficulté d'identification aérienne peut entraîner un tir ami. Tu reconnais pas ce que tu vois et finalement tu décides d'abattre un appareil qui appartient à ton propre groupe, ou encore tu pourrais abattre un avion commercial parce que tu ne l'as pas reconnu comme étant un avion commercial. Donc, il est très important non seulement de déterminer quelle est la nature de ces objets, d'où ils viennent, mais même lorsqu'ils sont identifiés après coup, d'essayer de comprendre pourquoi les pilotes ne les ont pas identifiés correctement. Et ça, malheureusement, on dirait que les ufologues ont tendance à vite passer sur cette phrase-là. Donc, on l'a compris lorsque l'armée dit « nous enquêtons sur les ovnis », comme dans le cas présent du fameux phénomène que tu as mis en ligne, où là, les journaux, comme les médias et les amateurs d'ovnis, évidemment, se sont relayés l'information en disant « Oh, le département de la Navy enquête sur une histoire d'ovnis ». Ouais, ils enquêtent pourquoi? Ils enquêtent parce qu'ils savent pas ce que c'est, ou ils enquêtent parce qu'ils savent ce que c'est, mais ils veulent savoir pourquoi le pilote n'a pas reconnu ce que c'était. Donc, il y a plusieurs raisons. Et, il faut le dire, dans les communiqués des autorités, ils sont souvent très laconiques et donnent pas beaucoup d'informations du pourquoi ils font ça. Donc, il faut bien apprendre à décanter les mots qui sont utilisés. Puis, il faut savoir que ces gens-là, ce sont des experts de la communication. Donc, ils utilisent les mots dans leur bon sens, à bon escient, et c'est à nous de bien comprendre ce qu'ils disent. Dans le cas, par exemple, et là, on va revenir à notre film que tu as mis en ligne, puis je veux pas que ce soit un coït interrompu, là, Yannick. Tu pensais que j'avais mis ça comme par hasard, le coït interrompu cette semaine encore?
Bon, regardons ces fameuses images. Hein? Bon, les images, comme je l'ai mentionné il y a 2 jours, la US Navy a reconnu que les images étaient authentiques. Donc, même si elles ont été envoyées à Jeremy Corbell, auquel je ne ferais pas confiance même pour confier n'importe quoi, c'est quand même à lui que ces images-là sont arrivées. Là, la US Navy reconnaît que ces images-là sont authentiques et elle émet un communiqué. Lisons là encore ensemble ce communiqué qui est daté d'hier. On dit... Et il est signé par Susan Go, qui est la porte-parole du Pentagone. Elle dit « Je peux confirmer que les photos et les vidéos présentées... » Puis là, écoute, pendant que je te lis ça, je mets sur la page de Radio X, je mets les images en question, là, les photos, la photographie dont elle parle et le film. Mm-hmm. Si ça peut fonctionner, là, parce que là, on dirait que mon ordinateur est comme gelé. Bon. On peut le faire pendant la pause, Christian. OK, bon, je vais le faire. Donc, je lis son communiqué. Et écoute bien les mots qu'elle utilise et comment c'est décrit. Je peux confirmer que les photos et les vidéos présentées ont été prises par du personnel de la Navy. La Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, l'unité d'intervention sur les phénomènes aériens non identifiés, a inclus ces incidents dans son enquête en cours. Comme il a été mentionné précédemment, pour maintenir la sécurité des opérations et éviter de rendre publique de l'information qui pourrait être utile à des ennemis potentiels, le département de la Défense ne discutera pas publiquement de ses rapports d'observation, ni de l'examen des incursions signalées sur les sites d'entraînement ou dans des espaces aériens désignés, incluant ces incursions initialement rapportés comme des phénomènes aériens non identifiés. Pourquoi ici dans le communiqué, Susan Go ajoute-t-elle juste avant de parler de l'objet comme étant initialement rapporté? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont toujours non identifiés ou est-ce qu'ils ont depuis été identifiés? Et évidemment, moi j'ai remarqué cette phrase-là, je ne suis pas le seul, des journalistes aux États-Unis aussi ont remarqué ça. Ils se sont retournés vers Susan Go, ils ont demandé est-ce que ces phénomènes-là sont toujours non identifiés? Elle a dit, je n'ai rien d'autre à dire que ce qui a déjà été dit. Donc, à nous, tu vois, les amateurs d'OVNI ont tendance à oublier des mots et à remettre ça hors contexte. Finalement, on se rend compte que ce qui est dit ici dans le communiqué, c'est on nous met une vidéo puis on nous dit « Hop, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose de bizarre dans le ciel. » Et la US Navy dit « Je vous confirme, quelqu'un a vu quelque chose de bizarre dans le ciel. » C'est ça que ça dit, ça. Ça dit rien de plus. Ça nous dit pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait des manœuvres aériennes particulières. Et qui plus est, les images qui ont été envoyées à Jeremy Corbell, l'auteur de ces images, on ne sait pas si c'est lui qui a envoyé la vidéo, si c'est l'auteur même des images, mais il n'y a aucune intervention qui est, comment je pourrais dire, associée à ça, aucune information qui est associée. On ne sait pas avec quel type de caméra ça a été filmé, dans quelles circonstances ça a été filmé, et on l'a souvent évoqué dans l'émission, lorsque l'on essaie d'analyser une image, une photo, c'est pas facile, hein? Il faut vraiment pouvoir avoir accès à toutes ces données, toutes ces informations, pour essayer de comprendre ce que l'on voit exactement. Donc maintenant, revenons aux images. Qu'est-ce que l'on voit sur ces images? Donc, la vidéo en question, il y a une photographie, mais on va le voir, là, je vais le mettre en ligne durant la pause, comme tu dis. Il y a une photographie d'un pilote qui a photographié un objet au loin, et cet objet, quand on se rapproche, on a l'impression que ça ressemble un peu à une forme bizarroïde avec comme des côtés dentelés. Et immédiatement, quand les gens regardaient ça, il y a des gens qui travaillent dans le milieu du divertissement, ils ont dit, mais ça, là, c'est clairement une balloune Batman. Il existe un ballon qu'on gonfle à l'hélium en Kevlar, pas en Kevlar, en papier d'aluminium, là, et la forme de l'objet est clairement ce que l'on voit. Pour quelle raison? Et on peut dire, ouais, mais peut-être qu'il y a des engins extraterrestres qui viennent du fin fond du cosmos, qui sont faits exactement comme les ballons Batman qu'on peut acheter au dépanneur aux côtés de chez nous. Ça se peut, Yannick, je ne le sais pas. Moi, je ne suis qu'un journaliste. Oui. Mais je trouve ça quand même étrange que la forme photographiée soit identique au fameux ballon Batman. Oui. Quant au film lui-même, le fameux film en question, où il est vert, il y a déjà, dès que les images ont été présentées, des gens qui connaissent bien le domaine de la photo, en voyant ça, ils ont dit « Mais ça, c'est un effet bokeh. »
Qu'est-ce que c'est qu'un effet bokeh? C'est un mot, bokeh veut dire, c'est un mot japonais qui signifie flou ou brume, et c'est un phénomène qui est bien connu des amateurs de photographie. Quand tu prends une image et que tes sources de lumière en arrière-plan sont hors foyer, elles vont prendre la forme de l'obturateur de ta caméra. Donc, les lamelles d'acier qui se ferment et qui s'ouvrent dans ton appareil photo, bien évidemment, dépendamment des appareils photo, certaines ouvertures ont des formes en cercle, d'autres ont des formes plus ou moins hexagonales, d'autres ont des formes de triangle, et dépendamment de la forme de ton obturateur, ta source de lumière qui est hors foyer va prendre cette forme-là. Donc, en voyant ça, les gens qui connaissent bien la photo ont immédiatement su ce que c'était. Pas besoin de passer par la US Navy. Puis la US Navy le savent peut-être aussi, parce qu'il faut se rappeler, le communiqué du Pentagone, ces incursions initialement rapportés comme des phénomènes aériens non identifiés. Donc, il ne serait pas surprenant que quelque part en haut lieu au Pentagone, on sache exactement ce que c'est. Il s'agit très certainement... Et d'ailleurs, l'objet triangulaire que l'on voit, il clignote. Sa vitesse de clignotement est identique à celle d'un avion commercial. Donc, je veux bien croire que des engins venus du fin fond du cosmos pourraient avoir des lumières qui clignotent avec la même séquence que nos avions commerciaux, mais ça serait quand même surprenant. Bon, on se rappelle que leur but, c'est d'être furtif, là, donc de ne pas se faire voir. Oui, effectivement. Donc, d'installer un kit de lumière serait une très mauvaise idée. Là. Voilà. Donc, tu te dis, bon, là, on est dans ces lumières-là qui clignotent exactement au même rythme. Puis advenant le cas où la lumière est brûlée, c'est assez dur de trouver ce style-là chez Canac. Là. Oui, c'est ça. Quand et ça là, vient tu pas dis... d'ici. Ouais, c'est un fait, tu sais. Donc, j'ai mis les fameuses images, elles sont maintenant disponibles. Et donc, il existe, j'ai même mis la photo d'une espèce de, pas d'une espèce, mais d'une lentille, d'une caméra, où on voit justement l'iris qui se referme en forme triangulaire. Et ça nous montre aussi d'une certaine façon comment les ufologues, ou bien ont la mémoire courte ou connaissent pas leur histoire. Parce que c'est pas la première fois qu'on se fait duper par un truc comme celui-là. Au début des années 90, il y a eu en Europe ce qu'on a appelé la vague belge, donc une série d'observations d'OVNI qui ont débuté à l'automne de 1989 et qui ont perduré de manière assez soutenue jusqu'en 1991. Après, on a continué à rapporter des observations d'OVNI au-dessus de la Belgique, mais de manière moins soutenue. Et principalement, ce qui était rapporté dans la presse, c'était des espèces de triangles volants. On sait aujourd'hui qu'il y avait une espèce de décantage autour de ça, c'est-à-dire que les médias, lorsqu'ils recevaient des observations d'OVNI, et les groupes d'ufologues sur le terrain l'avaient aussi compris, l'intérêt des médias était pour les triangles volants. Donc, les gens qui rapportaient des sphères volantes, des soucoupes volantes, des cubes volants, ça n'attirait pas l'attention des médias. Si tu voulais que l'histoire soit rapportée dans la presse, il fallait que tu parles de triangles volants, ce qui a donné une fausse impression que toutes les observations d'OVNI en Belgique étaient des objets de forme triangulaire, alors qu'en réalité, elles avaient toutes sortes de formes variées. Mais c'était surtout les observations triangulaires, d'objets triangulaires qui trouvaient écho dans la presse. Et durant cette fameuse vague belge, à un moment donné, on a commencé à voir ce qu'on a appelé des disques à encoche. Donc, la forme était ça ressemblait à un globe lumineux, mais il était dentelé, et ça rappelait vaguement le bat-signal. C'est moi un peu le genre. Donc, ces images ont commencé à circuler. Et là, la presse avait même trouvé un nom à cet ovni. On l'appelait le disque à encoche. Et puis, à un moment donné, quelqu'un qui connaissait bien les caméras VHS, parce que c'était les types de caméras qu'on utilisait, avec lesquels on avait filmé ces objets-là, parce qu'à l'époque, les gens chez eux n'avaient pas de téléphone portable, où c'était rarissime. On avait une bonne grosse caméra avec une cassette VHS dedans, et ces images-là avaient toutes été tournées sur des caméras VHS. Et un technicien dit, mais là, cette forme du disque en encoche, c'est l'obturateur de la caméra qui fait ça. Quand on a une source de lumière qui est défocalisée, elle prend la forme de l'iris de la caméra, qui est justement cette forme de disque à encoche. Et une fois qu'on a compris ça, c'était clair que toutes les soi-disant ovnis disques à encoche au-dessus de la Belgique, qui avaient été filmés par des caméras VHS, c'était simplement la source de lumière qui n'était pas au foyer et qui montrait davantage la forme de l'iris de la caméra plutôt que l'objet qui était dans le ciel. Et ici, on est exactement dans la même situation. On est clairement en présence d'un phénomène qui a été photographié ou filmé par une caméra dont l'iris avait une forme triangulaire
et qui montre cet objet-là qui clignote dans le ciel. Et on peut supposer qu'un petit peu avant, dans les premières secondes du film, on voit une espèce de poteau qui est devant la caméra. On peut supposer que la caméra a essayé de faire son foyer sur le poteau qui est à proximité. Et quand la caméra s'est tournée dans le ciel, ben, elle n'est pas au foyer. Et comme elle n'a rien pour essayer de faire son foyer, ça reste défocalisé, d'où cette forme triangulaire. Il existe d'ailleurs un type aux États-Unis, un type qui s'appelle Mike West. Je crois que c'est un Britannique. Et Mick West, fait un travail de décantage et d'analyse tout à fait extraordinaire. Et si vous avez la chance d'aller sur son site YouTube, sur sa page YouTube, il a fait d'ailleurs une analyse de l'OVNI triangulaire en question et il explique très très bien quel est l'effet bokeh et comment cette vidéo-là peut être reproduite par n'importe qui chez soi en utilisant une caméra avec un obturateur en forme de triangle et vous allez obtenir exactement la même image qui est montrée là en filmant un avion qui passe au-dessus de votre maison, mais simplement en gardant la source lumineuse défocalisée à partir de la caméra. Donc, il n'y a pas grand-chose là-dedans et je m'étonne de voir l'enthousiasme des ufologues et d'autant plus cet enthousiasme où on nous dit « oui, mais l'armée le confirme ». L'armée confirme que les images sont vraies. C'est la seule chose qu'elle confirme. Elle ne parle pas d'engins inconnus, mystérieux. Elle parle d'absolument rien. C'est aussi banal que de dire « comme je l'ai mentionné, hein, quelqu'un a vu quelque chose dans le ciel ». Et oui, on vous confirme, quelqu'un a vu quelque chose dans le ciel. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, j'ai un petit peu de misère à comprendre cet enthousiasme-là sur finalement pas grand-chose. C'est vrai que d'ici l'été, les autorités militaires doivent éventuellement rendre publiques leurs informations sur les ovnis si elles veulent continuer d'être financées. Donc, elles doivent rendre public un rapport, non pas dans le détail, mais de façon très généraliste, la motivation pour ces phénomènes aériens, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Et à ce moment-là, peut-être en apprendrons-nous davantage. Mais pour l'instant, l'enthousiasme des derniers jours sur cette espèce de film verdâtre où on voit visiblement un avion qui clignote, qui passe dans le ciel et qui a été filmé hors foyer, c'est pour moi quelque chose qui me renverse un peu pour essayer de comprendre l'enthousiasme des gens. Bon, on invite les auditeurs à aller voir la photo que tu as mise sur la page Facebook Radio X-Files. Bon, je suis un peu déçu, là, mais... Ouais, donc, on voit les deux images. Hein, une image tirée du film, un vidéogramme du film, une image, la fameuse photo. On voit des agrandissements dessous. Et j'ai mis la fameuse photo du ballon Batman. Les gens pourront comparer la forme. Et ensuite, l'iris d'une caméra où on voit le triangle. C'était assez amusant parce qu'il y a un type, il m'écrit cette semaine, j'ai dit, c'est peut-être un effet bokeh. Je ne suis pas un spécialiste de la photographie. Je m'en remets aux spécialistes qui, eux, ont fait des démonstrations très, très claires, dont notamment Mick West, qui montre très, très clairement que c'est ça. Et un type me dit, c'est impossible, des iris de caméra triangulaires, ça n'existe pas. Mais là, je me dis, attends une minute, là, des iris de caméra triangulaires, ça n'existe pas. En fait, non seulement ça existe, parce que, bon, j'en ai mis un en photo, mais qui plus est, des effets bokeh comme ça, c'est tellement connu dans le domaine de la photo. Puis je vais mettre une autre photo pour les auditeurs. Je viens de la mettre à l'instant. Ce sont des effets bokeh. Oui, c'est ça. Bon. Les effets bokeh, en fait, c'est tellement connu dans le domaine de la photographie, Yannick, que tu peux acheter des espèces de filtres que tu vas placer sur ton obturateur qui prennent différentes formes. Et là, si les gens regardent, par exemple, des effets bokeh que j'ai mis sur la page, un type a pris des photographies de ses lumières de Noël et l'iris de sa caméra était clairement en forme d'octogone ou de pentagone et on le voit derrière. Hein, les lumières qui sont hors foyer prennent la forme de l'iris de la caméra. Et en dessous, une photo d'une jeune fille avec au loin les lumières de la rue. Là, l'iris de la caméra est clairement en cercle, et donc on voit les lumières qui sont défocalisées en cercle. Mais tu peux même acheter des filtres qui vont faire que les lumières, hein, tu prends une photo de ton amoureuse et tu veux derrière les photographies, les lampadaires, ben, tu peux mettre des filtres où là, les lumières auront les formes de diamants, des formes de cœur, des formes de petits bonhommes, de petits chatons. Tu peux en avoir de toutes les formes. T'sais, donc le type me dit, c'est impossible parce que ça n'existe pas des iris de caméra triangulaires. Ben, non seulement ça existe, mais tu peux en avoir d'à peu près toutes les formes. T'sais. Donc, c'est comme n'importe quoi. Mais les gens veulent tellement croire que, on est prêt, on se dit... Ben, et là, c'est bien sûr, oui, mais là, êtes-vous en train de dire que l'armée est des imbéciles puis ils n'ont pas vu ça? Je suis pas en train de dire ça. L'armée dit d'ailleurs rien. Elle dit rien que, oui, ces images sont vraies. Ça montre des phénomènes qui ont été rapportés initialement comme étant des ovnis.
ça dit pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que les experts de la Navy ne les ont pas identifiés depuis. Mais bon, l'envie de croire est tellement fort que des fois, ça comme atténue notre sens critique par rapport à ça. Mais je le dis bien, là, je tiens bien à préciser, il est bien possible que ces images-là montrent toutes des vaisseaux spatiaux venus du fin fond du cosmos. Mais c'est quand même surprenant que des vaisseaux venus du fin fond du cosmos ressemblent à un ballon Batman ou ressemblent à un avion hors foyer. Là. Je veux dire, ça m'inquiète quand même. Mais bon, je veux bien croire que les extraterrestres ont toutes sortes de pouvoirs, puis ils sont peut-être capables de faire cet animisme, donc de créer des objets qui ressemblent à d'autres. Mais bon, c'est quand même douteux. Les auditeurs me prennent pour Bernard Pivot, là, donc je vais les aider. Ils me demandent comment écrire l'effet bokeh. B-O-K-E-H. Donc c'est ça. Voilà, c'est l'effet bokeh. On parle maintenant d'une ville qui aurait surgi des sables. Oui, c'est une nouvelle qui a été publiée il y a quelques jours par le département des Antiquités égyptiennes et c'est l'annonce d'une ville, qu'on a une véritable ville, Yannick, pas un temple, pas un muret, mais une ville entière qu'on a tirée des sables. C'est la ville qui est connue dans l'Égypte antique sous le nom de la ville d'Aton. Elle a été fondée par Amenhotep III, un pharaon qui a régné il y a à peu près 3000 ans. Pour être très précis, entre 1391 et 1353 avant Jésus-Christ. Pour te le situer dans sa lignée familiale, c'était le grand-père du pharaon Toutankhamon. Et là, d'ailleurs, on n'évoque pas le nom de Toutankhamon à tort. Hein? Les historiens, les archéologues disent que cette découverte de cette ville d'Aton est probablement la plus grande découverte archéologique réalisée en Égypte depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922. Et pourquoi cette ville, hein, qui se situe sur la rive ouest du Nil, si les gens regardent sur une carte, on est sur la rive ouest du Nil, à peu près devant la ville de Luxor, au sud de la vallée des Rois. Donc la vallée des Rois, c'est là, je le rappelle, qu'on a trouvé le tombeau de Toutankhamon en 1922. Cette ville, donc, a été tirée des sables, elle était ensevelie sous 2 mètres de sable, et on parle d'une ville entière, donc avec ses quartiers riches, ses temples dédiés aux divinités, mais également on a les quartiers des ouvriers, les quartiers des habitations, les quartiers des commerces, et ça c'est à peu près unique. Et les archéologues sont unanimes à dire que la découverte de cette ville va permettre de littéralement faire une poussée sur la façon dont on vivait de façon communale dans l'Égypte antique. Donc, comment vivaient les gens au jour le jour, comment ils commerçaient entre eux, quels étaient les échanges sociaux, quelles étaient les classes sociales. Donc, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a surtout trouvé des grands sanctuaires dédiés à des divinités, dédiés à des pharaons, mais une ville entière, comme on vient de le faire là, c'est vraiment nouveau. Et en même temps, d'un autre côté, il faut le dire, l'Égypte mise beaucoup sur ses antiquités, sur ses trésors archéologiques pour pouvoir relancer son économie, une économie qui a été mise à mal avec, bien sûr, la COVID-19, qui empêchait les gens de voyager, donc minimiser le tourisme en Égypte, mais aussi avec des instabilités politiques qui ont perduré là, depuis quelques années. Donc on espère que cette découverte va attirer des curieux, attirer de nouveaux touristes en Égypte lorsque les voyages pourront reprendre, et c'est probablement, pour insister encore, l'une des plus grandes découvertes archéologiques depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon. Et on termine avec un Yeti made in Russia. Ça, c'est une espèce de douche écossaise pour les amateurs de cryptozoologie. Hein. La cryptozoologie, c'est l'étude des animaux cachés ou inconnus de la science. Et parmi les grandes vedettes de cette faune particulière, on retrouve bien sûr le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, le Chupacabra et compagnie. Et là, voilà qu'un certain Aman Tuleyev, un homme de 76 ans, qui est un haut fonctionnaire du Parti communiste, un ami proche d'ailleurs de Vladimir Poutine, a fait des déclarations au cours des derniers jours qui jettent un peu de discrédit sur les histoires de Yeti
en Union soviétique ou en Russie d'aujourd'hui. Et le Yéti, là-bas, il faut savoir qu'il porte le nom de l'Almasty. Hein? Donc, chaque pays a un peu ses noms. Au Tibet, c'est le Yéti. En Amérique, c'est le Bigfoot aux États-Unis, le Sasquatch au Canada. Alors qu'en Russie, c'est l'Almasty. Et Tuleyev raconte qu'il a été, durant la période où il était le gouverneur de la province, on dit un oblast en Russie, donc la province de Komerovo. Ça se trouve au cœur de la Russie. Et c'est vraiment là, très perdu au centre de la Russie. On est près de la frontière avec la Mongolie et le Kazakhstan. Donc lui, il a été le gouverneur de cette province-là entre 1997 et 2018. Et là, donc, il se confie à un journaliste d'un journal qui s'appelle le East and West News. Et il dit, durant le temps où il était le gouverneur, il lui est arrivé à quelques reprises de demander à des employés de revêtir un costume de Yéti, d'aller se cacher dans la forêt, proche des sentiers qui étaient particulièrement prisés par les amateurs de randonnée extrême. Et là, ces gens-là avaient pour mandat de ne pas être trop proche pour qu'on découvre le canular, mais pas être trop loin pour qu'on puisse dire c'était pas grand-chose. Donc, on trouvait une bonne distance et là, on se cachait dans le sous-bois et on choisissait le bon moment pour faire une apparition rapide. Et bien sûr, l'idée était d'alimenter des récits d'apparition de Yéti ou d'Almasty. Et là, donc, ça a super bien fonctionné. D'ailleurs, Tuleyev raconte qu'à un moment donné, ça fonctionnait tellement bien que chaque année, il faisait une journée du Yéti et faisait une espèce de promotion pour que les gens se mettent à chasser le Yéti. Et en particulier, l'une des régions qui a été un peu sa cible, ce sont les montagnes Choria, où là, c'est vrai qu'au début des années 2010, c'est devenu le théâtre de très nombreuses apparitions du Yéti. Et ces gens-là racontent, toujours selon le témoignage de Tuleyev, non seulement ils faisaient des apparitions, mais ils ont également essaimé des traces ou des preuves du Yéti en faisant des fausses empreintes dans la terre ou dans la boue. Ils ont laissé parfois derrière eux des éléments qui faisaient penser à des poils de Yéti. Ils ont même un peu contaminé la toile en mettant en ligne des fausses photographies du Yéti ou de l'Almasty, toujours plus floues les unes que les autres, bien sûr, et quelques films où on voit une espèce de forme qui marche derrière des arbres, mais tout ça pour alimenter. Et ça a bien fonctionné parce que durant une période assez longue, je te dirais 3 ou 4 ans, cette région des monts Choria était un peu le point chaud des apparitions de l'Almasty en Russie. Et plein d'amateurs de cryptozoologie ne juraient que par ces apparitions. Et en Russie, il faut savoir qu'il y a également une association de cryptozoologues. Et chaque année, ces gens-là se dirigeaient dans la région de Choria dans l'espoir de voir, filmer, capturer la mystérieuse créature. Là, on apprend en fait que ces apparitions étaient orchestrées par des fonctionnaires plutôt ambitieux. T'aurais pu faire de l'humour, Christian. Ouais, c'est ça. Ouais. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h48, vous voulez nous rejoindre, c'est facile par texto 88 670 9098 88 670 9098 et vous pouvez aller faire un tour sur notre page Radio X-Files où on met énormément de contenu et vous pouvez aussi nous communiquer par cet endroit-là. On parle maintenant du Poltergeist de Beauport. Oui, donc un événement qui a fait beaucoup fantasmer les amateurs de mystère à l'été de 1989 et j'y étais, donc je pourrais te raconter quelques petites anecdotes sur l'investigation que j'ai menée sur le terrain à cette époque. Mais avant de trop en dire, sans plus tarder, voici le Poltergeist de Beauport. Nous sommes en 1989. Le 4 juin, des milliers de personnes, principalement des étudiants, occupent la place Tiananmen à Pékin. Ces manifestations seront brutalement réprimées par le gouvernement chinois, soulevant l'indignation de la communauté internationale.
Le 14 juillet, Guy Lafleur, le célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal, signe avec les Nordiques de Québec. L'hockeyeur évoluera pendant 2 saisons au sein de l'équipe de la vieille capitale. Herkus jusqu'à Sakic, à Herkus à nouveau, Herkus toujours, une passe qui va jusqu'à Sakic. De l'autre côté, c'est pour Goussarov, le tir est bloqué par Roy, et Lafleur qui va! Voilà, il avait pu s'infiltrer, Claude, dans l'enclave. Le 25 août, la sonde spatiale Voyageur 2 survole la planète Neptune, dernière des 8 planètes du système solaire. Le 1er octobre, au Québec, le salaire minimum passe de 4,75 à 5 $ l'heure. Le 9 novembre, le mur de Berlin tombe. L'heure de la réconciliation entre l'Est et l'Ouest a sonné. C'est un symbole puissant qui marque la fin de la guerre froide. Le 6 décembre, Marc Lépine, un fanatique antiféministe, entre à l'École polytechnique de Montréal et, en moins de 20 minutes, abat 14 femmes et blesse 13 autres personnes avant de se suicider. Bonsoir, un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors Roger, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des morts? Combien de blessés? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Mais pour les amateurs de mystère du Québec, ce sont des événements survenus au cours de l'été à Beauport qui retiennent leur attention. Un édifice à logement de la rue Monseigneur-Gauthier a-t-il été réellement le théâtre d'un poltergeist? Beauport, vendredi le 4 août 1989. En ce début de matinée, il fait un temps magnifique sur la région de la capitale provinciale. Au 3566 de la rue Monseigneur-Gauthier, un immeuble à logement construit quelques 50 ans plus tôt, la jeune Nancy Cochrane, âgée de 15 ans, se prélasse dans son lit. Elle somnole. Soudain, un bruit sourd, juste au-dessus de sa tête, la ramène à la réalité. À quelques centimètres du lit, le mur de placo-plâtre a été défoncé, comme si quelqu'un venait d'y asséner un solide coup de poing. Le trou fait au moins 20 cm de diamètre. L'adolescente est terrifiée. D'un bond, elle se lève et court en informer sa mère, Micheline, qui se trouve sur la galerie, à l'arrière de la maison. En entendant le récit de sa fille et en voyant les dégâts dans le mur, Madame Cochrane comprend que le temps n'est plus aux spéculations des experts. L'heure du déménagement a sonné. Construit en 1940, l'édifice de la rue Monseigneur-Gauthier à Beauport compte 4 logements, 2 au premier étage et autant au second. Mesdames Marie-Claire Godbout et Micheline Cochrane occupent les logements du rez-de-chaussée et Madame Réjeanne Giguère et Monsieur Gérard Desbiens ceux du haut. À la mi-juillet 1989, c'est Madame Godbout qui, la première, entend un bruit sourd, comme une détonation, à l'intérieur du mur de sa cuisine. Le bruit est si puissant que le mur de placo-plâtre se plie sous la pression et avance de 3 cm. La femme est intriguée. Mais peut-être cela vient-il de l'appartement des voisins, se dit-elle. Il est vrai que le mur en question sépare la cuisine de Madame Godbout de la chambre de sa voisine, Madame Cochrane. Mais voilà que le bruit se fait entendre une deuxième, puis une troisième fois. À chaque nouvelle détonation, c'est tout l'édifice qui vibre. Inquiète, Madame Godbout se rend chez sa voisine, qui, bien entendu, a elle aussi entendu les bruits, sans pour autant réussir à en identifier la cause. Dans les heures qui suivent, les coups se multiplient. 19 coups en moins de 48 heures. Désemparés, les locataires ne savent plus à quel saint se vouer. Ils appellent leurs propriétaires, leurs voisins et même la police. Madame Godbout va même jusqu'à faire ouvrir le mur pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Mais les coups persistent, plus violents les uns que les autres. Au fil des jours, la maison hantée de Beauport, comme l'ont baptisé les journalistes, devient l'objet des discussions de tous. Les curieux y défilent et les médias s'y donnent rendez-vous. Il faut dire qu'en cette période estivale, plutôt morne en termes de nouvelles,
Cette histoire de mur qui bouge est accueillie comme une aubaine. Même les autorités municipales décident de s'en mêler. Le conseil demande à des experts en bâtiment de se rendre sur place pour identifier la cause de ces coups dans le mur et voir si ces derniers représentent un danger pour les locataires. Mais d'ores et déjà, tous les spécialistes ont leur petite idée là-dessus. Certains croient qu'il pourrait s'agir d'une accumulation de gaz dans le mur. D'autres pensent que le temps chaud et sec des dernières semaines pourrait avoir provoqué un tassement dans le sol, lequel serait responsable de ces détonations dans la cloison. Au début du mois d'août, alors que les bruits perdurent depuis maintenant 2 semaines, Gaston Dubé, l'un des inspecteurs en bâtiment de la ville de Beauport, se présente au 3566 rue Monseigneur-Gauthier. Il y entend lui-même, à 2 occasions, des coups dans le mur. Sous ses directives, des enquêteurs vérifient la tuyauterie et les soliveaux du sous-sol, mais ils ne trouvent rien d'anormal. Tous les trous d'hommes de la rue Monseigneur-Gauthier sont aussi examinés pour vérifier les fuites, mais là encore, les recherches ne montrent aucune anomalie. De façon générale, les enquêteurs favorisent l'hypothèse d'un tassement du sol dû à la canicule. Cette situation, croient-ils, entraînerait des tensions inattendues sur toute la structure de l'édifice. Selon eux, une bonne pluie devrait ramener la situation à la normale. Un avis que ne partagent pas nécessairement tous les locataires, et en particulier Mme Cochrane qui, inquiète, n'arrive plus à dormir ni même à manger à cause de ces curieux phénomènes. Comment expliquer que ces bruits soient exclusifs à cet édifice? Pourquoi les autres maisons de la rue Monseigneur-Gauthier, elles aussi construites sur le même sol argileux, ne souffrent-elles pas des mêmes maux? Parallèlement aux recherches de Gaston Dubé, d'autres avenues sont explorées. Plusieurs croient que des émanations de gaz naturel pourraient s'accumuler entre les cloisons et lorsque la pression devient trop forte, provoquer un claquement, d'où le bang dans le mur. Pour vérifier cette hypothèse, M. André Kessy, chef de groupe du service technique à gaz métropolitain, se présente sur les lieux avec un outillage des plus sophistiqués. Sur place, les employés descendent à la cave. Ils sont là à prendre des mesures lorsqu'ils entendent un bruit fort venant de l'étage. C'était comme si quelqu'un avait frappé sur le mur avec son poing. Les hommes montent rapidement pour voir, mais il n'y a personne. Ils retournent au sous-sol compléter leurs analyses. Il n'y a absolument rien. Aucune trace de méthane ni de gaz naturel. Pour eux, l'affaire est réglée. Quelle que soit l'origine de ces manifestations, il est clair qu'elles ne sont pas la conséquence d'émanations de gaz. Après le gaz, certains parlent d'une supercherie entretenue par les enfants des locataires. Tout cela est possible, bien que le canular semble bien peu probable. Il y a trop de témoins, incluant des policiers et d'autres observateurs indépendants. Devant l'absence d'explications vérifiables, on parle de plus en plus d'un phénomène surnaturel. Et qui plus est, lorsque des bruits sont rapportés dans les autres logis et à l'intérieur d'autres murs de l'édifice. Un soir, M. Gérard Desbiens, qui habite l'un des 2 logements supérieurs depuis 13 ans, compte 25 coups en ligne. Franchement, après ça, les jambes te tremblent. Tu ne dors pas trop rassuré, dira-t-il plus tard. Dans la première semaine du mois d'août, la ville de Beauport reçoit des précipitations abondantes, plusieurs millimètres de pluie. Pendant que le sol se gorge d'eau et d'humidité, les murs de la maison de la rue Monseigneur-Gauthier continuent de bouger. Exit l'hypothèse du tassement de sol dû à la chaleur et au temps sec. Au mois de juillet, les autorités informent la police de Beauport qu'il se passe de drôles de choses dans une maison de la rue Monseigneur-Gauthier. Les gens, locataires et propriétaires, sont presque en panique. Ils craignent pour leur sécurité et ne souhaitent plus demeurer là. Les événements vont précipiter les choses. Le 4 août, Nancy Cochrane, l'une des filles jumelles de Mme Cochrane, est réveillée par un bruit sourd juste au-dessus de son lit. Elle constate que le mur de placo-plâtre
a été défoncé, comme si quelqu'un y avait donné un coup de poing. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En après-midi, la ville demande l'évacuation de l'édifice. Quelle que soit la nature du phénomène qui se cache derrière ces coups, les autorités préfèrent éloigner les locataires tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas la certitude que ces anomalies sont sans danger. Dans les jours qui suivent, les bruits semblent diminuer. Les locataires, qui se présentent de façon sporadique dans leur logement pour finir d'emballer leurs affaires, entendent encore des coups dans les cloisons, mais ces derniers semblent moins forts et plus distancés. Puis, vers la fin du mois d'août, tout s'arrête. La propriétaire de l'édifice, Mme Jeanne Sansfaçon, demande à des ingénieurs de vérifier sa propriété. Mais à l'instar des ingénieurs de la ville, les enquêteurs ne trouvent rien et n'entendent rien. L'étrange phénomène qui a ébranlé pendant des jours cette modeste maison à logement semble définitivement terminé. Aujourd'hui, la maison de la rue Monseigneur-Gauthier a trouvé de nouveaux locataires. La plupart d'entre eux sont bien sûr au courant des événements qui s'y sont déroulés il y a plus de 20 ans. Si certains adhèrent aux hypothèses proposées par les experts d'alors, d'autres restent convaincus que leur édifice a été le théâtre de phénomènes surnaturels. Il est vrai qu'à ce jour, ces événements n'ont jamais été expliqués de manière convaincante et ne se sont jamais reproduits non plus, même lors des canicules des années suivantes. Les coups ont certes cessé, mais ce n'est pas l'intervention des experts qui a eu raison d'eux, mais le temps. Et le temps donne souvent raison à tout, même à l'impossible. Avec Christian Page et Marceau, Radio X. 19h08. Merci beaucoup aux auditeurs qui nous ont écrit ce soir. Je pense que tu as réussi à en sortir une bonne ce soir avec ta fabuleuse histoire de cette maison sur Monseigneur-Gauthier à Beauport. Écoute, Yannick, quand j'ai préparé cette petite capsule-là, je me disais c'est toujours le fun de se rappeler quelques événements de la même époque. Te rappelais-tu, toi, que Guy Lafleur avait joué pour les Nordiques de Québec? Bien sûr, je l'ai vu. Tu te rappelais de ça? Oui, voyons donc, c'était le dernier qui avait pas de casse à la tête. Ah, moi, j'avoue, je me suis dit, bon, évidemment, comme la majorité des auditeurs sont des gens de Québec, je me suis dit, je vais ramener un peu cette anecdote-là, mais je me rappelais pas du tout de ça, que Guy Lafleur avait joué pour les Nordiques de Québec. Je me rappelais qu'il avait joué pour les Rangers de New York, mais les Nordiques de Québec, pas du tout. Ah non, c'était de toute beauté le voir évoluer sur la glace du Colisée Pepsi avec ses cheveux qui volaient au vent. Oui, puis j'ai mis d'ailleurs un petit extrait où il a compté son 508e but ou quelque chose comme ça là, durant un match qu'il opposait, je crois, justement aux Canadiens de Montréal. Donc voilà, c'était amusant. Donc c'était notre histoire, tu le mentionnes, le poltergeist de Beauport. J'imagine que pour beaucoup de gens de la région de Québec, ça fait sonner une cloche parce que ce sont des événements qui ont été ultra médiatisés à l'époque, à l'été de 1989. Puis pour les plus jeunes, ben, peut-être que vous découvrez l'un des phénomènes de poltergeist les plus médiatisés du Québec. Te raconter, écoute, mon anecdote, j'ai plusieurs anecdotes personnelles dans cette histoire-là, mais comment je me suis retrouvé là-dedans? Bien sûr, il y avait cette couverture médiatique, même les journaux de Montréal, évidemment, se faisaient l'écho de ces événements-là. Et à un moment donné, un des articles mentionnait Gaston Dubé, qui était un employé de la ville de Beauport, qui avait été envoyé sur place, qui avait constaté les coups frappés dans le mur. Donc moi, je prends contact avec M. Dubé, qui me dit que lui, il faisait pratiquement des visites quotidiennes à ces gens-là pour voir comment ça allait. Alors, je lui demande de pouvoir l'accompagner. Il accepte, bonhomme très agréable. Donc, je me retrouve dans la maison de Beauport en question. Je rencontre les locataires, principalement les gens du rez-de-chaussée. Donc, il y avait Mme Godbout, Mme Cochrane qui étaient là. Donc, c'était avec surtout ces gens-là que j'ai discuté. Et quand on était de mémoire, là, je peux me commettre une erreur, mais de mémoire, j'étais chez Mme Cochrane.
Madame Godbout, elle avait fait enlever une partie de plaque au plâtre. Les fameuses images, on voit le mur bouger à la caméra. Ce sont chez Madame Godbout. J'ai vérifié des notes là-dessus. Et donc, moi, je suis chez Madame Cochrane, la voisine, qui a 2 filles, 2 jumelles, qui ont 13-14 ans à peu près. Et à un moment donné, ça se met à frapper dans le mur. Et là, donc, Monsieur Dubé met la main sur le mur, et là, ça frappe une fois, puis là, bon, il retire sa main, il dit, ça bouge vraiment. Il dit, écoute, faisant l'expérience, si ça se reproduit. Alors, je m'accote sur le mur, je mets mon épaule, et là, je parle avec Mme Cochrane et M. Dubé. Ça fait peut-être une dizaine de minutes qu'on parle, et à un moment donné, ça frappe. Ça a tellement frappé fort, Yannick, que j'ai reculé d'un pas. J'avais comme été plaqué par quelqu'un, là, tu sais. Écoute, j'ai été vraiment, mais très surpris par la force du coup qui était frappé dans le mur. Et là, donc, les gens me racontent que, effectivement, ça faisait à ce moment-là 1 semaine et demie à peu près que les manifestations avaient commencé et les gens étaient de plus en plus inquiets et on avait commencé à rapporter des manifestations dans les autres logis et sur d'autres murs. Parce que le mur dont on parle, le mur principal où les manifestations se sont produites, c'était le mur mitoyen, celui qui était au centre de l'édifice, qui séparait les appartements là, de gauche et droite. C'est d'abord dans ce mur-là que les coups ont été frappés, et ensuite dans d'autres cloisons. Qu'est-ce que moi j'en pense? C'est très difficile à me prononcer là-dessus. Je n'ai aucun doute qu'une partie des manifestations était authentique. Et pourquoi je dis une partie? Je pense, je ne fais pas d'accusation, mais il y a certaines manifestations, il y avait des adolescentes qui étaient là, d'ailleurs, qui correspondent assez bien à l'image typique du poltergeist. Généralement, dans les cas de poltergeist, pas toujours, mais souvent, on va retrouver au centre des manifestations des adolescents ou des adolescentes, mais principalement des adolescentes ou des préadolescentes. Et dans le cas de chez Mme Cochrane, il y avait justement 2 jeunes filles qui correspondaient à cette description des agents du poltergeist. Donc, est-ce qu'il est possible que les adolescentes en aient rajouté, soit pour inquiéter leur mère ou épater la galerie? Bon, c'est possible, je ne l'exclus pas. Mais par contre, il y a des manifestations qui étaient clairement authentiques, notamment celle dans laquelle j'étais personnellement impliqué, ce fameux coup dans le mur qui m'avait fait reculer. Et bien sûr, lorsque M. Dubé s'était mis la main sur le mur et que ça a cogné, visuellement, je l'avais devant moi là, quand ça s'est produit, mais je n'avais pas ressenti le coup comme je l'ai ressenti en m'appuyant sur le mur. Donc, il y a certaines manifestations qui étaient clairement authentiques. Je n'exclus pas la possibilité que des coups aient été frappés dans le mur, notamment le mur de plaque au plâtre au-dessus de la jeune Nancy Cochrane. Ça paraissait un coup comme si moi, de l'extérieur, j'avais frappé sur le mur, et non pas un coup qui semblait venir de l'intérieur. Il faut comprendre, le mur est défoncé de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que tu t'attendais si les coups se produisaient dans le mur, tu te serais attendu que le plaque au plâtre soit défoncé de l'intérieur du mur vers l'extérieur, ce qui n'était pas le cas. C'est exactement comme si quelqu'un avait frappé avec son poing sur le mur et avait défoncé le mur. Est-ce que certaines de ces manifestations-là peuvent être orchestrées par des gens, puis je ne porte pas d'accusation, ça ne fait qu'une réflexion, c'est possible, on ne peut pas l'exclure. Mais certaines manifestations étaient clairement authentiques. Et là, je ne parle que d'une expérience personnelle. M. Godbout, je parle également des autres témoins, M. Casey, avec lequel je me suis longuement entretenu, qui était le responsable de Gaz Métropolitain, qui était descendu au sous-sol. Et lui me disait, à un moment donné, alors qu'il faisait comme ses relevés pour le gaz, il dit, quand ça a frappé plusieurs coups, on était juste en dessous du mur. Et on avait l'impression que c'était un coup qui était frappé dans le mur, mais comme s'il venait d'au-dessus comme s'il était dans la cloison. C'était quand même très particulier. Les explications qui ont été proposées, je l'ai mentionné dans la capsule, le tassement de sol, ouais. Mais comme il y a eu de la pluie à un moment donné, quelque part vers le 10 août, quelque chose comme ça, il y a eu de la pluie, puis une pluie abondante, les coups ont continué. Et ça, c'était surprenant qu'il n'y ait que cette maison, les autres maisons autour, parce qu'il faut comprendre, pour les gens qui ne voient pas un peu le contexte rural de la chose, mais la maison, là, on n'est pas une maison isolée au milieu d'un champ, là. C'est une maison sur une rue assez passante, Monseigneur Gauthier à Beauport, et il y a des maisons de chaque côté, là. C'est une rue dans une ville. Et les autres maisons, qui sont donc à quelques mètres de distance, gauche et droite, et en face,
Ben, ces maisons-là n'ont pas ces coups-là. Les coups ne sont que dans cette maison-là, en particulier, là, principalement les appartements du bas. Donc, comme on est tous toutes les maisons ont été construites sur le même terrain, sol argileux, il devrait y avoir des phénomènes qui se produiraient ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que c'était essentiellement la façon dont la maison avait été construite? C'est difficile à dire, mais néanmoins, lorsqu'il y a eu cette pluie qui a gorgé le sol d'eau, les coups ont continué exactement avec la même intensité. Ça n'a absolument rien changé. Et il faut se rappeler que ce n'était pas la première canicule. Hein. Il y a des locataires qui habitaient dans cette résidence depuis des années, 10, 15 ans. Et ces gens-là avaient connu d'autres canicules et ça ne s'était jamais produit avant et ça ne s'est jamais produit après. Et Madame Sans Chagrin, qui était la propriétaire, n'a fait aucune restauration ou modification importante dans les années qui ont suivi ces manifestations-là. Elle n'a pas fait refaire le sous-sol ou les fondations, quoi que ce soit. Donc, dans les années qui ont suivi, si on se replace dans des mêmes conditions climatiques, on aurait dû ressentir des phénomènes comme ceux-là. Ça ne s'est jamais produit. Je l'ai mentionné dans la capsule, on n'a pas trouvé d'explication. Toutes les explications auraient pu être envisagées. Le poltergeist, le tassement de sol. À un moment donné, je me rappelle, j'avais comparé, il y avait des explosions, il y avait une carrière à proximité où on faisait du dynamitage. Et certains ont dit, c'est probablement le dynamitage qui fait bouger la maison, mais les horaires du dynamitage ne correspondaient pas aux coups qui étaient frappés dans les murs. Après ça, on sait qu'une légère marée à Québec, mais j'ai vérifié, certains avaient évoqué, peut-être que ça correspond avec le moment où l'eau monte un peu dans la marée de Québec, mais ça ne correspondait pas non plus. Je n'ai pas trouvé aucun élément qui permettait de soutenir une hypothèse en particulier. Je n'ai pas trouvé d'éléments naturels, que ce soit la température, que ce soit le dynamitage, que ce soit les marées. J'ai rien trouvé qui permettait de trouver une solution. Est-ce que je crois à ce moment-là à une explication surnaturelle? Non. Non, mais... Et la raison pourquoi je ne crois pas à l'explication surnaturelle, parce que ce qui m'a frappé dans le poltergeist de Beauport, même si je n'ai pas trouvé d'explication, puis en fait, la raison pourquoi je n'ai pas trouvé d'explication, puis que personne n'a trouvé des explications, en fait, personne n'a trouvé d'explication et tout le monde avait une explication, c'est parce que les phénomènes se sont arrêtés d'eux-mêmes. Donc, à partir du moment où, si tu veux croire que c'était la chaleur, tu dis, regarde, quand il est arrivé le mois de septembre, les phénomènes ont arrêté. C'est possible. Tu comprends, tu peux trouver toutes sortes de raisons pour justifier l'arrêt des coups. Mais objectivement, personne n'a démontré que son hypothèse était la bonne. Pourquoi j'ai de la difficulté avec l'hypothèse surnaturelle, donc le cas du poltergeist? Si c'était le cas, ça ferait du cas de Beauport quelque chose de très particulier. Parce que dans le cas de Beauport, il n'y avait que des coups dans les murs. Généralement, dans les cas de poltergeist, on a des portes qui s'ouvrent, se ferment, des meubles qui sont renversés, des portes d'armoire qui claquent. Dans le cas de Beauport, on n'a pas eu ça. La seule chose qu'on avait, c'était des coups qui semblaient résonner à l'intérieur des murs. Donc, si c'était un phénomène de poltergeist, je ne l'exclus pas, on s'entend bien, je ne l'exclus pas, mais si c'était un phénomène de poltergeist, ça rendrait cette histoire-là tout à fait unique, parce que je ne connais pas dans la littérature des cas qualifiés de poltergeist où les phénomènes se sont essentiellement limités à des coups frappés dans le mur. Donc ça, c'est assez surprenant. Et essentiellement frappé dans le mur, mais en même temps aussi désordonné. Les gens vont évoquer, oui, mais dans le cas de la machine, c'était surtout des coups frappés dans le mur. C'est vrai, mais les coups frappés dans le mur correspondaient également à des demandes de Dominique. On se rappelle, quand on avait fait cette émission sur le poltergeist de la machine, on se rappelle, Dominique parle avec le fantôme, puis il dit, si t'es là, frappe dans le mur, frappe 3 coups. Donc, il y a une correspondance entre ce que Dominique dit et les coups frappés dans le mur. Et c'est vrai qu'à la machine, on avait presque, comme dans le cas de Beauport, que des coups frappés dans le mur. Mais dans le cas de Beauport, il n'y a pas de correspondance semblable. Les coups arrivent à toute heure du jour, à n'importe quel moment, qu'il y ait des gens dans la pièce ou qu'il n'y en ait pas. Et je peux t'affirmer que si les fillettes, les adolescentes Cochrane ont pu
je le dis bien entre guillemets, ont pu être responsables de certains coups frappés dans les murs. Moi, je peux te dire que quand j'étais chez Mme Cochrane et que le coup a frappé dans le mur, les fillettes Cochrane n'étaient pas à proximité de moi. Donc, c'est certainement pas elles qui ont frappé dans le mur lorsque M. Dubé a senti le coup ou quand moi j'ai senti le coup. Donc là, on était clairement en présence d'autre chose. Mais le fait qu'il n'y avait que cette exclusivité de coups frappés dans le mur, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir une hésitation pour conclure à une approche, disons, surnaturelle du phénomène, même si, encore une fois, je ne l'exclus pas. J'aurais tendance à favoriser un phénomène lié à la structure de l'édifice. Mais encore là, mon hypothèse, elle est excessivement pauvre, parce que même si j'adhère à cette idée-là que ça pouvait être quelque chose lié à la structure de l'édifice, je ne sais pas quoi. C'était certainement pas le sol, c'était pas la construction elle-même, l'édifice n'a pas été modifié, pourquoi ça s'est pas produit avant, pourquoi ça s'est pas produit après. Madame Cochrane ou Madame Godbout me disait, ils se sont rendus compte que les phénomènes s'étaient arrêtés parce que lorsqu'on leur a demandé de quitter leur logement, Madame Godbout, ou peut-être Madame Cochrane, je ne me rappelle plus trop, écoute Yannick, ça fait quand même 31, 32 ans de ça, me disait qu'elle avait des petits bibelots, des petites porcelaines, des grenouilles, des petits champs en porcelaine, tout ça. Et elle me disait, elle mettait ça sur le calorifère. Puis elle me disait, au début, on a quitté la maison, mais on revenait presque tous les 2 jours, soit pour venir chercher des vêtements, soit pour venir chercher le courrier. Et dans les premiers jours qui ont suivi leur exil, lorsqu'elles revenaient, tous les petits bibelots qui étaient placés sur le calorifère étaient tous tombés. Donc, ce qui montrait que le mur avait bougé parce que le calorifère était appliqué sur le mur qui était principalement le mur mitoyen où les manifestations se produisaient. Et là, elle me racontait que peu à peu, après une semaine et demie, lorsqu'elle revenait, là, il y avait encore 3 ou 4 bibelots qui étaient restés sur le calorifère, les autres étaient à terre. Et puis, à un moment donné, ils sont revenus et là, tous les bibelots étaient sur le calorifère. Et le phénomène semblait s'être arrêté et ça ne s'est jamais reproduit. Tous les locataires qui vivaient à cette époque dans la maison ont tous déménagé assez rapidement. Donc, je te dirais, dans les 2 ans qui ont suivi, les 4 locataires des 4 logements avaient quitté. Là, aujourd'hui, ce sont des nouveaux locataires et la maison a été complètement transformée depuis. Donc, on reconnaît, si vous êtes devant la maison de la rue Monseigneur-Gauthier, vous la comparez à des images qui ont circulé, notamment les images qui ont été tournées par Télé4 Québec, vous allez reconnaître les formes, la silhouette de la maison, mais il y a eu une restauration complète de l'édifice. Donc, ces gens-là ont quitté rapidement, sans qu'on trouve des explications. Et je te dirais, des années après, moi, j'ai reparlé après ça avec, je te donne cette anecdote-là, je parle avec Mme Cochrane. Et là, je lui dis, je prépare un truc, dossier mystère, j'aimerais revenir sur les événements de Beauport. Et elle m'avait trouvé très sympathique. Elle me dit, écoutez, je vais y réfléchir, mais elle a été troublée par ces événements-là. Faut que je te le dise, Yannick, elle était particulière. Mme Cochrane était peut-être de tous les locataires, probablement celle qui a été la plus marquée par ces événements-là. Donc, elle me dit, je vais y réfléchir, je vais y penser. Et puis, éventuellement, j'ai reçu un appel, c'était de Nancy ou de l'autre fille, je ne me rappelle plus trop, pour me dire que finalement, elle avait parlé à sa mère et elle avait elle-même déconseillé à sa mère de participer à l'émission parce que c'était ces événements-là, même si on était là, littéralement 10 ans après les événements, continuaient de trop les troubler. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui a été très marquant pour ces gens-là. Et eux, bien sûr, comme moi, comme tous les autres qui ont été impliqués dans ces événements-là, on n'a pas trouvé d'explication rationnelle. Donc, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'explications possibles. Donc, est-ce que c'était, comme moi j'aurais tendance à croire, quelque chose lié à la structure de l'édifice, sans que je puisse le prouver? Est-ce que c'était quelque chose de nature surnaturelle? C'est possible. Est-ce que c'était... Donc, tu vois, c'est la porte ouverte à toutes les explications, même si on n'a rien de très concret. Mais ça demeure pour moi un événement qui était très marquant, cette histoire du poltergeist de Beauport, et on continue encore aujourd'hui d'en parler. Et dès que je rencontre des gens de la région de Québec qui ont se mis à parler de fantômes, tu comprends que c'est une des premières questions qu'ils me posent. Avez-vous entendu parler du poltergeist de Beauport? Est-ce que c'est vrai, si on en croit le petit document là, qui est présenté sur la page de Radio X-Files, est-ce que c'est vrai que les manifestations se passaient surtout quand une des jeunes filles était présente à la maison? Oui, c'était surtout lorsque Nancy était présente dans la maison.
mais c'était pas toujours le cas et bien sûr, Nancy n'était que dans l'appartement de Mme Cochrane, elle n'était pas dans l'appartement de Mme Godbout, dans les appartements du haut. Et comme je l'ai mentionné, elle n'était pas toujours là, mais surtout, elle n'était pas forcément dans la pièce où la manifestation se produisait. Donc, on essaie de trouver des liens, hein, de trouver des fils qui seraient des fils conducteurs pour pouvoir émettre une hypothèse. Mais en fait, c'est très, très ténu, c'est purement spéculatif. Quand Nancy Cochrane n'était pas là, le mur frappait pareil. Donc, est-ce que c'était une coïncidence qui frappait davantage lorsqu'elle était là que lorsqu'elle n'était pas là? Et dans quelle mesure? Parce que, bon, évidemment, il n'y avait pas une surveillance qui était faite par des enquêteurs soutenus, chevronnés, qui étaient là 24 heures sur 24. Donc, on avait les récits de Mme Godbout, de Mme Cochrane, des autres personnes qui étaient dans l'édifice. Et là, eux, Mme Sans-Chagrin, donc eux racontaient ces événements-là. Et dans quelle mesure on pouvait déterminer, est-ce que c'était plus marqué lorsque les fillettes étaient là ou lorsqu'elles n'étaient pas là? Ça reste très, très, très spéculatif. Moi, je peux t'affirmer que ces manifestations-là, elles étaient authentiques. Le mur bougeait vraiment. Et je n'ai pas trouvé, même encore aujourd'hui, en 2021, c'était des événements qui datent de 1989, et je suis complètement embêté de te fournir une explication rationnelle à ces événements-là. Si ce n'est de dire, écoute, j'ai le feeling, le sentiment que ça doit être lié à l'architecture de l'édifice, mais j'en ai aucune preuve. C'était quelque chose de tout à fait surprenant. Des locataires, Québec, c'est petit, hein? C'est un gros village, tout le monde se connaît, puis on a des auditeurs qui ont déjà habité à cet appartement-là, dans ces appartements-là, et ce qu'on m'a dit, c'est que quelquefois, on avait l'impression que dans l'entretoit, il y avait des gens qui marchaient. C'est quand même étonnant. Des petits frissons dans le dos. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, Christian? Parce que il y a 2 fois où tu m'as troublé. Celle-ci, sur Monseigneur Gauthier, où tu nous racontes l'histoire, puis tu as toi-même été témoin de ça, puis tu t'es senti comme poussé par le coup qui avait été donné sur le mur. Puis la fois où tu étais dans un édifice qu'on disait hanté, puis que tu avais senti une petite main d'enfant qui t'avait poussé. Oui, m'avait serré le bras, l'avant-bras. C'est... Mais écoute, Yannick, je te parle de cet événement-là, là, en 89 à Beauport, le coup dans le mur là, qui m'avait déplacé. Et je te le raconte, là, puis je le sens encore. Là. C'est difficile de trouver des mots à mettre là-dessus. Tu sais, t'es à côté sur le mur et c'est comme l'impossible se produit. Tu sais, parce que techniquement, c'est impossible que quelque chose frappe dans le mur de cette manière-là puis au point de pousser un individu. On veut bien croire que, tu sais, on connaît tous il y a le clou qui a travaillé sur le 2x4 ou un truc comme ça, mais le coup était vraiment très fort. La cloison s'est littéralement courbée et ça m'a repoussé là, vers le mur de la cuisine. Et j'étais très surpris par cet événement-là. Et ça reste pour moi un des grands événements marquants, cette histoire du mur qui frappe à Beauport, pour lequel je n'ai pas trouvé d'explication. Donc, c'est une très bonne histoire de poltergeist. En tout cas, on peut l'inclure dans les cas de poltergeist, dans la mesure où c'est un phénomène pour lequel on n'a pas trouvé d'explication et qui semble, malgré toutes les expertises qui ont été faites. Donc, restons l'esprit ouvert. Il est possible qu'il y ait une explication de nature naturelle, mais possiblement, peut-être aussi une explication de nature surnaturelle. Mais comme les phénomènes se sont rapidement atténués pour disparaître, on n'en aura jamais de certitude absolue. Est-ce qu'il y a eu un autre événement du genre dans la province de Québec dont tu as été témoin? C'est des questions d'auditeurs. Non, dont j'ai été le témoin, un phénomène comme celui-là, non. J'ai vu une fois, on est à un endroit où il y avait eu une espèce de feu de pneus, c'était dans la région, attends, j'essaie de retrouver le nom, là, mais peu importe, j'étais allé là, les gens disaient qu'il y avait un phénomène assez mystérieux. C'est une maison neuve. Donc, on a un nouveau quartier en développement. Donc, on a souvent l'idée que les maisons hantées, c'est des vieilles maisons délabrées qui datent de, un siècle. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Donc, les gens m'appellent et on me dit c'est une maison neuve. Ils ont 2 enfants et les enfants s'amusent parfois au sous-sol. Puis, ils racontent qu'ils voient des gens, mais les parents ne portent pas attention à ça. Ils se disent, ce sont des amis imaginaires ou des trucs semblables. Et à un moment donné, ils ont des enfants, je te dirais, grosso modo, le garçon doit avoir 4 ans, puis la fillette peut-être 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et donc, la fillette remonte dans la cuisine, il dit à sa maman, elle dit, je voudrais avoir des ciseaux.
Et sa mère lui répond, ben, tu peux pas jouer avec les ciseaux, tu sais que maman veut pas. Et là, la fillette répond, oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour la vieille dame au sous-sol. Et là, la mère est un peu surprise de cette réponse-là. Et là, elle parle davantage avec les enfants. Puis là, ben, la fillette et l'autre, le petit garçon, ajoutent aussi que parfois, ils voient une vieille dame au sous-sol. L'affaire reste là jusqu'au moment où, pour essayer de te décrire un peu la maison, on a le premier plancher, au premier niveau, on a la cuisine, la chambre des enfants, on a un salon. Et là, il y a une espèce d'escalier qui fait l'encoignure de la maison et qui remonte jusqu'à une mezzanine. Et sur la mezzanine se trouve la chambre des parents. Et là, à un moment donné, le couple sont au lit, sont en train de discuter, et ils entendent dans la cuisine, le petit garçon avait ce qu'on appelait à l'époque un big wheel. C'est une bicyclette à 3 roues en plastique avec des pédales à l'avant. Écoute, et c'était du plastique très rigide. C'était pas des pneus en caoutchouc, c'était des pneus les roues étaient en plastique. Et ça faisait un bruit épouvantable. Et là, les parents sont au lit, ils discutent et ils entendent le bruit du big wheel qui roule sur le plancher de la cuisine. Alors, le père se lève et au moment où il se penche vers la mezzanine, il ne voit pas le vélo, le tricycle se déplacer, mais il voit comme les poignées qui bougent encore, comme si quelqu'un avait débarqué rapidement du tricycle et l'avait laissé comme ça. Donc, sur la pointe des pieds, il descend, regarde, il n'y a personne dans la cuisine, personne dans le salon, donc il va voir dans la chambre de son fils, et le petit garçon dort à point fermé. Et la fillette dort aussi. Donc, ça ne semble pas être les enfants. Ça les inquiète particulièrement. C'est là qu'ils me contactent en me disant, ben là, on a comme des trucs un peu bizarres, on aimerait que vous veniez. Je me rends sur place, je discute avec eux, et je suis avec des amis, on installe des caméras au sous-sol, on espère bien capter quelque chose d'étrange ou de bizarre, puisque c'est surtout là que les manifestations se produisent. Les parents n'ont jamais rien vu d'autre, si ce n'est cette histoire de Big Wheel là, qui avait bougé. Et là, alors qu'on est dans la cuisine à discuter, on voit tous, on est 6 adultes dans la cuisine, on voit tous apparaître sur la mezzanine une espèce de forme blanche. C'est trop imprécis pour que je puisse te dire si c'est un homme, si c'est une femme. Ça ressemblait à une espèce de forme allongée blanchâtre. Et cette forme blanchâtre a descendu la première volée de marche qui fait l'encoignure. Donc, on a 2 volées de marche et les 2 volets se rencontrent dans l'encoignure de la maison. Et donc, la forme blanchâtre descend cette première volée de marche, et au moment où on s'attend à ce qu'elle va tourner pour descendre vers la cuisine, elle entre dans le mur et elle disparaît. Ce phénomène-là a duré 4-5 secondes à peu près. On est tous là, on a tous été témoins de ça. Malheureusement, il n'y a pas de caméra qui était tournée à cet endroit-là parce qu'on filmait au sous-sol. C'est la première fois que j'ai vu une apparition, et les parents également qui vivaient dans la maison, c'est la première fois qu'ils voyaient une apparition, et je dois te dire qu'ils ont été particulièrement bouleversés par cet événement-là, et dans les mois qui ont suivi, ils ont vendu leur maison et ont déménagé. Je suis retourné sur place, j'ai rencontré les nouveaux propriétaires à qui j'ai parlé, et eux n'ont jamais entendu parler de manifestations, de quoi que ce soit du genre. Et les gens qui étaient là originalement, donc les parents des 2 enfants que j'ai retrouvés, n'ont jamais été témoins d'autres manifestations ailleurs. C'était un court épisode qui s'est produit à cet endroit-là, durant cet été-là, où il y avait ces manifestations-là qui s'étaient produites et dont j'ai été le témoin d'une des manifestations qui était particulière. C'était troublant, mais c'est pas aussi troublant. Je te dirais, si tu me poses la question des manifestations, l'expérience que j'ai vécue la plus troublante, c'est bien sûr cette histoire de main d'enfant qui s'est refermée sur mon avant-bras. Et ça, c'était là aussi une expérience qui était particulièrement unique. Et ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas l'image, mais on a le son. Et ça m'a toujours fait sourire d'entendre le son parce que, pour un peu situer les auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire-là, on était en Floride.
Mon caméraman était Richard Laniel. Richard Laniel, il est bien connu au Québec. C'est lui notamment qui a tourné à peu près toute la série des Un tueur si proche, hein, qui est probablement bien connu des auditeurs. Donc, Laniel est mon caméraman. On se retrouve, on est dans le nord de la Floride. On visite une maison qui s'appelle la May Stranger House, qui est une maison de ferme qui a connu toutes sortes d'histoires un peu sordides, dont celle d'une fillette de 2 ou 3 ans qui est morte dans la maison, Jessie May Saxon, et qui depuis est transformée en musée. Donc les gens peuvent aller là, et puis bon, la maison est construite de façon à ce que chacune des pièces, une très très grande maison, chacune des pièces a été redécorée en suivant l'évolution de la vie rurale en Floride. Donc on a, pour un peu expliquer, on a un salon qui est décoré à la mode des années 50, une cuisine à la mode des années 1930, les chambres d'enfants sont décorées à la mode de la fin du 19e siècle, donc tu vois un peu le genre. Donc, et à un moment donné, bon, l'endroit a la réputation d'être hanté par le fantôme de cette fillette qui est décédée dans la maison à l'époque où la maison était une habitation familiale. Et elle a été exposée dans la maison. Il y a eu une veillée funèbre, comme c'était souvent le cas. Et la curatrice du musée me dit, ben écoutez, lorsqu'il y a des manifestations, on les attribue généralement à cette fillette-là, qui semble un peu espiègle. Et alors qu'elle me fait visiter les lieux, elle me dit, vous voyez, ici au premier étage, on a une chambre d'enfant, un peu à la mode du 19e siècle. Elle dit probablement que lorsque Jessie May Saxon vivait, ce genre de décor était probablement un décor assez familier pour elle. Et là, elle me montre un berceau dans lequel il y a 2 poupées de porcelaine, la fin du 19e siècle. Et elle me dit, c'est drôle parce que vous voyez les 2 poupées qui sont là, 2 jouets d'enfants. Elle dit, ces poupées-là ne sont pas les poupées de Jessie May Saxon, mais probablement que de son vivant, la petite Jessie May a eu des poupées qui ressemblaient à ça. Et c'est curieux parce que les manifestations dans la maison se produisent lorsque des gens touchent à ces poupées. C'est comme si de l'au-delà, hein, si on accepte les revenants, l'au-delà, elle dit, c'est comme si de l'au-delà, la petite Jessie May Saxon avait adopter ses poupées comme ses propres jouets. Fait qu'elle dit quand les gens touchent à ces poupées, ben il arrive que des manifestations se produisent. Alors on fait le tour du musée et là la dame me donne les clés, elle s'en va, puis elle me dit bon ben vous et votre caméraman tournez ce que vous voulez, puis c'est à vous. Je me rends dans la chambre. Immédiatement, je prends les 2 poupées et je les secoue sur un méchant temps. Et là, j'évoque la petite Jessie May Saxon. J'ai dit, si tu es là, si tu m'entends, donne-moi un signe. Rien se passe. Et là, je remonte au grenier. Et c'est là que se trouve mon ami Richard Laniel qui est en train de tourner des images. Et là, j'explique à Richard ce que je veux comme image. J'ai dit, tu vas me prendre une image, par exemple, de cette lucarne au grenier. Tu vas glisser vers ce madrier qui fait un peu lugubre. Alors, pendant que Richard Laniel tourne, puis Richard Laniel est un petit peu peureux sur ces histoires de fantômes, donc il est dos à moi et je me retrouve dans une espèce d'alcôve qui est située au bout de la toiture. Et c'est à ce moment-là, écoute Yannick, je te le raconte, j'ai encore des frissons, je m'attends absolument pas à ça. Soudainement, je sens une main d'enfant qui m'agrippe par l'avant-bras. Et sur la caméra de Richard Laniel, puisqu'il est de dos, lui il filme dans une autre direction, mais le micro est ouvert, on m'entend dire « tabarde de corps de Saint-... » Et là, il se retourne, et là, il me voit, il dit t'étais blanc comme un drap. Et là, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je suis comme figé, je regarde mon avant-bras, puis je dis à Laniel, je dis, sacramoune. C'est pas tout à fait ça que je dis, mais sacramoune. Il y a une main d'enfant qui m'a agrippé le bras. Et là, Laniel, je vois ses traits qui se figent. Il me regarde, puis il me dit, on décalisse. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Hein. C'était terminé. On avait d'ailleurs tout le matériel qu'on avait. C'était un peu du surplus. Mais là, c'était terminé. Là, Richard dit, on ramasse nos affaires, puis on s'en va. On est descendu au premier, au rez-de-chaussée. On a remballé tout le matériel, mis ça dans la camionnette. C'était terminé. Le tournage à la May Stranger House était terminé. Et je t'en parle aujourd'hui. Cet événement-là doit remonter, je dirais, à la fin des années 2000, peut-être 2008, 2009, peut-être un petit peu plus tardivement, 2012 peut-être. Mais écoute, je t'en parle, et malgré les années écoulées, j'ai encore un peu le moton quand je raconte cette histoire-là, parce que ça m'a troublé. Quand je te dis, j'ai senti, c'est pas une simple pression sur l'avant-bras, j'ai senti doigt par doigt se refermer sur l'avant-bras. C'était ouf, très étrange. Surtout pour quelqu'un qui a, comme moi, n'a pas tendance à croire aux revenants, aux fantômes ou quoi que ce soit du genre. Écoute,
Encore aujourd'hui, je l'explique mal. J'essaie de rationaliser en disant non, je me suis fait jouer un tour par mon esprit. Mon cerveau est une machine à créer des illusions. J'étais dans un endroit, il y avait une attente, j'espérais que le fantôme se manifeste. J'avais d'ailleurs secoué les poupées dans cette attente-là. Donc j'essaie de rationaliser en me disant probablement que mon cerveau me joue un tour. Mais si mon cerveau me jouait un tour, c'était un sapristi de bon tour parce que, crois-moi, la sensation était particulièrement impressionnante. Tu vas dire secouer les poupées? Non. Est-ce que, je veux revenir un peu à l'événement de Beauport, parce qu'il y a des auditeurs qui m'ont écrit par rapport à ça. Est-ce que, Oui. parce qu'on a dit vers la fin que les événements se produisaient souvent quand il y avait une des jeunes filles qui était dans l'édifice. Est-ce que des expériences de télékinésie ont déjà été prouvées scientifiquement, comme quoi ça existait vraiment? La réponse est non. Les gens pourraient dire, bon, il y a des tests qui ont été faits, on a pris des gens. C'est assez curieux parce que dans les phénomènes paranormaux, on a l'impression que c'est un peu comme des phénomènes qui sont très spectaculaires dans la nature, mais quand on essaie de les mettre dans le laboratoire, ça ne fonctionne pas. Donc, on a toutes sortes de récits de gens qui racontent des affaires tout à fait incroyables, mais quand ces gens-là, certains d'entre eux, évidemment, affirment avoir des dons pour faire ces manifestations, lorsqu'on les place dans des laboratoires, dans des conditions très rigoureuses, ils ne réussissent pas à performer de manière spectaculaire. Généralement, parfois, sur le plan statistique, on réussit à obtenir des résultats qui sont plus ou moins convaincants, un peu au-dessus du hasard, mais rien qui soit spectaculaire. Et toutes les prétentions que certains ont fait, je pense au Galère, Uri Galère a fait des prétentions dans ce genre-là, notamment, quand on vérifie de quelle façon les expériences ont été faites, notamment, je mentionne Uri Galère, je pourrais mentionner aussi Ted Sirios, c'est un type qui disait qu'il pouvait imprimer sa pensée sur de la pellicule photo. Le problème, c'est quand on regarde les films en question de Ted Sirios, c'est vrai que certaines images peuvent paraître convaincantes, mais c'était pas fait dans la rigueur qu'on se serait attendu. Ted Sirios, par exemple, performait davantage lorsqu'il était ivre. Donc là, on était dans le laboratoire, on est dans les années 60, on donnait une bouteille de vodka à Ted Sirios, il arrachait sa chemise, et plus il buvait, là, on prenait l'appareil photo, il y avait une espèce de chaos, et là, Sirios prenait l'appareil photo et arrivait à imprimer, semble-t-il, sa pensée sur la pellicule. Mais c'était pas fait dans des conditions là, scientifiquement acceptable. Donc, même s'il y avait un minimum de mesures de contrôle qui étaient prises, il y avait une espèce de chaos qui régnait qui fait que la possibilité de la fraude était toujours possible. Mais, on a toutes sortes de récits où en dehors du laboratoire, ça fonctionne bien, mais dans le laboratoire, ça ne fonctionne pas. Et il y a deux hypothèses pour ça. Puis, je ne prends pas position pour l'une ou pour l'autre. Les sceptiques disent, voilà, pourquoi ils ne réussissent pas, les surdoués des phénomènes paranormaux, pourquoi ils ne réussissent pas, par exemple, à faire des effets spectaculaires en laboratoire? C'est parce qu'en laboratoire, dans des conditions très rigoureuses, c'est difficile de truquer. Donc, on est surveillé de toutes parts, puis on arrive difficilement à tromper les laborantins. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Mais d'un autre côté, l'école parapsychologique, elle dit qu'il faut faire attention parce qu'on ne sait pas ce qui déclenche ces manifestations. Et il est possible que l'état d'esprit, l'humeur, les sentiments généraux du médium ou du sensitif, peu importe le nom qu'on lui donne, doit être pris en compte au moment où il performe. Donc, on comprend que si on prend un voyant, il va performer davantage sur un terrain, sur une scène de crime, en compagnie des policiers ou des parents, par exemple, d'une victime, parce que la charge émotive est beaucoup plus grande à cet endroit-là qu'elle va l'être dans le laboratoire si je lui donne une enveloppe scellée en lui disant « dis-moi ce que contient l'enveloppe ». Donc, la charge émotive n'est pas dans le laboratoire et peut-être que cette charge émotive est un élément important pour que les manifestations se produisent. Donc, à ce niveau-là, si tu veux croire à l'école parapsychologique, tu vas donner raison aux parapsychologues qui vont évoquer cette explication. Puis si tu es de l'école sceptique, tu vas adhérer à l'explication proposée par les sceptiques. Mais officiellement, si tu me demandes, est-ce qu'on a démontré de manière convaincante, dans des conditions rigoureuses, de manière à satisfaire les critères de la science, est-ce qu'on a démontré un phénomène paranormal en laboratoire? La réponse est non. On a des données statistiques qui sont intéressantes, mais la preuve ultime, on ne l'a pas. Et quoi qu'on en dise, c'est une triste réalité, mais c'est comme ça.
Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. 19h51, en vous rappelant que dans les prochaines heures, je vais vous mettre le podcast au grand complet sur la page Facebook de Radio X-Files et tous les documents qu'on a parlé avec Christian sont aussi disponibles sur cette page Facebook Radio X-Files. Christian, il nous reste à peu près quoi? Avec l'intro, peut-être 2 minutes, cher ami. Je voulais te dire, durant la pause, j'ai fait une petite recherche rapide sur Internet et l'endroit où mon histoire de fantôme qui descend l'escalier et qui disparaît dans le mur, c'était à Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'était les BPC. Oui, c'est ça. Donc, c'était à cet endroit que j'ai été témoin de cette manifestation-là, mais quand même moins troublante que l'histoire de la main qui m'avait agrippé par le bras. Quand on a parlé du poltergeist on a parlé du poltergeist de Beauport, mais si les gens veulent se référer à un cas de poltergeist très typique qui s'est produit ici au Québec, je leur rappelle que le 29 novembre 2019, on avait fait une émission sur le poltergeist d'Acton Vale qui s'était produit en 1969 et on avait eu en ondes le père Normand Bernier qui a été l'un des principaux témoins de ces événements qui ont perduré pendant 3 soirées dans une petite maison de la rue Saint-André à Acton Vale. Et là, on avait tous les éléments classiques du poltergeist. On avait une enfant qui était au centre de la manifestation, la petite Guylaine, qui avait 8 ou 9 ans à peu près. Et là, on avait coups frappés dans les murs, des meubles qui bougeaient, des portes d'armoire qui claquaient, des meubles renversés. On avait tous les éléments propres au phénomène de poltergeist. Tout ça a duré pendant 3 jours. Malheureusement, puis j'avais mis, je crois, sur le site à l'époque, des photographies qui avaient été prises par le père Bernier de ces manifestations. Mais bon, une table qui avait sauté dans la baignoire, les meubles qui étaient renversés, c'était très spectaculaire. Si un phénomène de poltergeist dont j'aurais aimé être le témoin, c'est bien celui d'Acton Vale, parce que tous les éléments étaient là, et ça demeure encore aujourd'hui peut-être l'un des grands cas classiques des phénomènes de poltergeist au Québec, le poltergeist d'Acton Vale. Christian Page, on doit se quitter, cher ami, parce qu'on rentre réseau, là. Bon, OK, on rentre réseau. Fait qu'écoute, à la semaine prochaine dans ce cas-là, mon vieux. Salut, bye-bye. Bon week-end à tous les auditeurs, puis on se reparle vendredi prochain pour Radio X-Files. Radio X-Files.